à tous. Je suis très honoré de cette invitation et très enthousiaste à l'idée de faire cet exposé auprès de Google. Donc je suis Cyrus Farangui, consultant indépendant et un consultant est complètement perdu sans ces diapositives. Donc je vais projeter quelque chose, je ne suis même pas capable de me présenter sans ça. Alors, en espérant que vous voyez bien. Yes, c'est bon. Alors, je suis un simple citoyen sans pouvoir de décision. Mon métier depuis 15 ans est celui de consultant. Depuis 5 ans, je suis consultant indépendant avec ma propre petite structure. Mon métier est celui de l'évaluation de politiques publiques, des politiques publiques de transition écologique, mais pas que. Je travaille aussi sur des politiques de logement social ou encore de R&D industriel ou d'enseignement supérieur, avec une approche, on va dire, retour social et environnemental sur investissement public de l'État. Je fais également des missions d'aide à la réflexion des entreprises sur leur transition écologique, par exemple des exercices de prospective. À côté, je suis enseignant vacataire à l'EM Lyon, un cours dit Futur durable, où les étudiants produisent des scénarios prospectifs sur un monde qui change, donc des scénarios plus ou moins complexes avec des rebondissements, qui doivent permettre de réinterroger le business model d'entreprises partenaires du cours. Et puis, lorsque le temps le permet, je fais beaucoup de recherches, je fouille des informations scientifiques et économiques afin d'animer des discussions le plus constructivement possible sur LinkedIn, Facebook, et puis j'ai un podcast. Tout cela est accessible sur mon site planb.info avec un S à plan. Ma femme m'appelle affectueusement son petit éco-influenceur. Rien que le terme influenceur me donne des boutons, donc s'il vous plaît, évitons-le. Dans cet exposé, alors, il va y avoir du scientisme, il va y avoir du populisme, de l'écologie radicale, du technosolutionnisme, du décroissantisme, du conservatisme, des idées de gauche, des idées de droite. En fait, je suis contre assez peu de choses et pour beaucoup de choses. Je pense d'ailleurs que vu le contexte, on peut difficilement se permettre d'être contre trop de choses car la marge de manœuvre est étroite. Je suis généralement pour faire tout ce qui a potentiellement du sens et qui peut nous sortir de cette situation épineuse dans laquelle se retrouve notre espèce et le reste de la vie sur Terre. On va commencer par le climat avec des constats et aussi effectivement des solutions qui seront en grande partie inspirées de ma lecture un peu en avant-première d'un draft en cours de relecture du prochain rapport du groupe 3 du GIEC, qui fournit beaucoup d'ordres de grandeur, beaucoup de solutions à la fois techniques et culturelles, et puis j'y ajouterai aussi évidemment des touches sociopolitiques à moi. Biodiversité, on va parler du risque d'effondrement de la vie sur Terre, rien que ça, c'est ça l'enjeu de ce siècle, avec un focus notamment sur la vie marine qui n'est malheureusement pas assez couverte. Agroécologie, je vais défendre la voie de l'agriculture de conservation, on dit également agriculture sur sol vivant, et les avantages que procurent ces techniques. Il y a potentiellement une révolution agronomique et scientifique en marche, peut-être la révolution de ce siècle, et pourtant tout le monde s'en fout. D'ailleurs, je constate souvent que plus un sujet est important, moins il est discuté. Bon. Un mot sur la démographie, mais très rapidement, sur les perspectives d'évolution de la population d'ici 2100, qui vont répondre à quelques idées reçues. Je vais parler de décroissance, ne serait-ce parce que la croissance dans un pays comme la France, mais pas que, ça semble être statistiquement terminé. Il va falloir fonctionner dans un monde en croissance faible, voire croissance négative, comme dirait l'autre. Je vais suggérer qu'il est aussi loin d'être évident que la transformation digitale aurait généré de la croissance. Ce serait peut-être même le contraire, et j'inviterai aussi à cette réflexion-là. Si tel est le cas, les décroissants peuvent en fait vraiment remercier Google et les croissantistes devraient vous vilipender. La lutte des classes énergétiques, c'est un concept que je vois assez peu discuté, en fait, le terme, j'ai l'impression d'être le seul à l'employer. Pourtant, c'est une tendance qui me paraît déterminante. C'est ce qui risque d'arriver si la décroissance énergétique est non seulement subie, mais aussi socialement inéquitable. On en voit déjà largement les signes, mais il est toujours temps de changer de cap politique. Je vais parler de quotas et de rationnement, qui seraient des solutions permettant progressivement d'assurer le bon déploiement de nombreuses solutions qui s'offrent à nous pour la crise écologique, dans les bonnes proportions et dans les délais qui nous sont impartis, de manière socialement équitable. Ce n'est pas totalitaire ni punitif, au contraire, je le vois comme une voie pour inciter les entreprises à se faire sainement concurrence et à rivaliser d'ingéniosité pour proposer les produits les plus bas carbone possibles au marché et qui les obligerait au final à tenir leur promesse de neutralité carbone à 2050. Après tout, on n'est jamais trop prudent.
Géo-ingénierie solaire, pour moi, c'est un sujet absolument déterminant pour ce siècle. C'est pas la panacée, il n'y aura pas de panacée, mais seulement un bouquet de potentielles solutions. Personne n'en parle, et pourtant, les recherches accélèrent. J'en viens malheureusement à la conclusion qu'à un moment, on n'aura peut-être plus d'autre choix que de gérer le rayonnement solaire et de recourir à un refroidissement artificiel, et espérons-le temporaire, de la Terre, car à un moment, nécessité fait loi. Certes, ça ne traite que le problème de la hausse de la température, mais rien que la hausse de la température, on parle d'un risque potentiellement de plusieurs centaines de millions de victimes. Et moi, je fais le pari que dès les années 2030, ce sera régulièrement discuté au JT de 20h et dans le champ politique, parce que ça va vraiment commencer à sentir le roussi. D'autres sujets, entre parenthèses, que je ne pense pas qu'on aura le temps de discuter, mais l'armée, par exemple, est une institution intéressante qui s'intéresse aux risques et au long terme, et donc au changement climatique, qui aurait pu nous permettre de discuter de sujets comme diffuser une culture du risque en France. Ma prise de conscience dans tout ça est venue à partir de 2005, pas seulement sur le climat, mais le sujet des limites planétaires. À l'époque, il y avait eu le film Home de Yann Arthus Bertrand, ce bon vieux Yves Cochet qui parlait déjà d'apocalypse pétrolière, et un certain Jean-Marc Jancovici, qui fut très important dans mon éveil sur ces sujets, et encore aujourd'hui. C'est aussi et surtout l'époque où les rapports du GIEC se font de plus en plus affirmés et alarmants. C'est la question de la montée des eaux à l'époque qui retient vraiment mon attention, avec l'exemple du Bangladesh notamment, où je me disais que rien que ça, c'était suffisamment préoccupant pour qu'on s'occupe de ce sujet, même si ça paraît peut-être lointain 2100 et que le Bangladesh c'est aussi lointain, il y avait de quoi s'en préoccuper. Pendant 4-5 ans, j'ai travaillé dans le domaine de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, plus précisément sur le reporting d'indicateurs d'impact socio-économique des entreprises, pour qu'en gros mes clients puissent aller dire regardez, je soutiens beaucoup d'emplois directs et indirects, prenez garde avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à mon activité. Alors, dit comme ça, je semble le regretter, mais ce n'est pas tout à fait le cas. J'ai aussi accompagné des entreprises et des associations professionnelles des énergies renouvelables et de la mobilité électrique. J'étais très enthousiaste à l'époque sur les industries dites vertes, en me disant ouf, enfin une exponentielle qui est favorable à l'humanité. Ici, en l'occurrence, on voit l'installation de capacités de production d'énergie solaire. Je ne pensais pas le problème facilement réglé pour autant. Et aujourd'hui, je suis un peu plus réservé sur le potentiel des énergies renouvelables, mais au moins, il y avait un début de quelque chose qui donnait espoir. En parlant d'exponentiel, il n'y a pas que le déploiement des énergies solaires. Alors, certains parmi vous ont peut-être déjà vu ces courbes. L'idée est que notre consommation de ressources et les dégâts écologiques que ça engendre augmentent de manière exponentielle et peut-être hors de contrôle. Ça ne sert à rien de dire on s'en est toujours sorti, l'humanité s'en est toujours sortie. Déjà, c'est faux, on ne s'en est pas toujours sorti. L'histoire est jalonnée de guerres, de famines, d'épidémies. Et encore aujourd'hui, des milliards de personnes ne s'en sortent pas. Et de toute façon, cette période que nous vivons, la grande accélération, disent certains, est relativement nouvelle. Elle est récente, 40, 50 ans tout au plus. On n'a pas de recul et le phénomène observé est sans précédent historique. Quand on regarde quand même d'un petit peu plus près, là c'est les tendances entourées en rouge, on voit que sur certains indicateurs, on est capable de faire plafonner notre impact. On rebouche le trou dans la couche d'ozone, les captures de poissons sauvages plafonnent. Alors, c'est en raison de l'aquaculture qui n'est pas sans poser problème, mais on a un petit peu relâché la pression sur les stocks de poissons sauvages, relativement. Et puis la domestication des terres ralentit depuis les années 50, alors que la population mondiale a été multipliée par 3, et qu'en plus, on a des régimes alimentaires beaucoup plus caloriques et carnés. C'est notamment dû à la hausse des rendements agricoles qu'on a réussi à manger de plus en plus, nourrir de plus en plus de monde, sans utiliser beaucoup plus de terres sauvages. Alors, en tirant le fil petit à petit, je constate que c'est loin de n'être qu'une question de Bangladesh et une question de 2100. Dès le milieu de ce siècle, il y aurait déjà des millions de personnes à risque en raison de la montée des eaux et des inondations côtières, y compris dans des villes riches. Et c'est loin de n'être qu'une histoire de montée du niveau des mers. Alors, ça m'a pris du temps de comprendre pourquoi plus 2 ou plus 3 degrés, c'était en fait beaucoup. Enfin, intuitivement, on se dit, bon, plus 2 degrés, ce n'est pas grand-chose. Bon.
Une raison pour laquelle c'est grave, c'est l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes, comme par exemple les vagues de chaleur. Au vu de ce graphique, on peut raisonnablement projeter qu'à plus 2 degrés, avec des vagues de chaleur plus intenses et 2 fois plus fréquentes qu'aujourd'hui, nos sociétés, mais aussi et surtout les systèmes agricoles et les écosystèmes naturels seraient soumis à des stress très forts, et que quelque part, entre plus 2 et plus 4 degrés, ce ne serait plus soutenable. Il n'y a pas que les vagues de chaleur, mais aussi les risques de sécheresse et d'inondation, même si, sans faire trop long, la climatologie est un peu moins affirmée sur ces phénomènes-là, en termes d'augmentation de fréquence, enfin, par rapport aux vagues de chaleur où on est sûr. Il faut aussi imaginer ici le risque de concomitance d'événements climatiques extrêmes, donc une vague de chaleur et une inondation à quelques semaines ou quelques mois d'écart, soit dans une même région, soit dans plusieurs régions différentes du globe, par exemple des régions qui seraient stratégiques pour la sécurité alimentaire mondiale. Rien qu'après l'été qui vient de passer, le syndicat des fabricants de pâtes alimentaires a dit qu'avec les fortes chaleurs au Canada et les pluies diluviennes en Europe, la production mondiale de blé dur a été fortement dégradée. Bon, ça devrait aller dans les supermarchés d'un pays comme la France, mais dans des pays fortement importateurs de céréales comme l'Égypte, ça peut provoquer de l'insécurité alimentaire. Bref, on est qu'en 2021, et l'affaire dont on est en train de parler ici n'est pas linéaire, sachant qu'il y a 2 points très importants à avoir en tête. Premièrement, alors à ce jour, il y a très peu d'événements climatiques extrêmes qui puissent être entièrement attribués au changement climatique d'origine humaine, à ce jour. Le plus souvent, on peut dire que le changement climatique accentue l'événement extrême ou le rend plus probable, plus fréquent. Néanmoins, on va de plus en plus vers de l'inédit. Par exemple, les études d'attribution qui ont été menées sur la vague de chaleur au Canada ont établi que cet événement était presque impossible sans le changement climatique actuel. Deuxièmement, à ce jour, aucune guerre, aucune famine ni déplacement de population ne peut être entièrement attribué au changement climatique. Ça peut être un facteur parmi d'autres, comme une crise politique, des conflits ethniques, des crises économiques, et la gestion insoutenable de ressources comme l'eau ou le sol, qui n'ont pas besoin de changement climatique pour être graves. On peut cependant supposer que le changement climatique sera un facteur de plus en plus prépondérant, aggravant, voire déclenchant de plus en plus de conflits dans des terreaux déjà fertiles et déclenchant de l'insécurité alimentaire dans des terreaux peu fertiles sur le plan agricole, j'entends. Alors ici, sur la gauche, on a les émissions mondiales de CO2 par région du monde. Ce qu'on observe, c'est une explosion dans les 20 dernières années qui vient surtout d'Asie. Alors, contrairement à une idée reçue, les Asiatiques ne sont pas de gentilles victimes qui produisent pour nous les méchants occidentaux qui se goinfrent. Alors, oui, ils produisent un peu pour nous, mais ils produisent aussi et surtout pour eux-mêmes. Et ils veulent à leur tour consommer. Allez voir par exemple les statistiques de consommation intérieure de la Chine, c'est très important. Deuxièmement, alors ça ne saute pas aux yeux, mais depuis 10 ans, il y a une inflexion qui n'est pas négligeable. Dans la décennie 2000-2010, les émissions de CO2 ont augmenté de 30%. Sur la décennie qui vient de passer, hors l'année 2020, qui est particulière, elles ont augmenté de 10%. Donc, il y a une vraie inflexion. C'est notamment dû à du remplacement de charbon par du gaz, qui est moins émissif, à de l'efficacité énergétique, qui a toujours existé, à un début de décollage des énergies renouvelables, un début de déconsommation dans les pays riches. Ça s'observe, on consomme un peu moins de textiles, un peu moins de viande, un peu moins. Et alors malheureusement, ça c'est un facteur non souhaitable, une paupérisation des classes moyennes en Occident. Alors le méthane, en revanche, il y a une réaccélération depuis 10 ans. C'est loin d'être négligeable. C'est un gaz qui est responsable d'environ 30% du réchauffement climatique. Pourtant, il ne reçoit clairement pas 30% de l'attention. Alors que ses sources sont assez différentes de celles du CO2. C'est notamment les fuites occasionnées par l'exploitation des énergies fossiles, pétrole et gaz notamment. La fermentation entérique des ruminants, bon, en gros les rototos des vaches, et la fermentation des biodéchets dans les décharges. Donc en gros la nourriture, les plantes ou encore le papier qu'on jette dans des décharges et qui n'est pas valorisé. Pour revenir au CO2, évidemment, les tendances vont de pair avec une croissance exponentielle de la consommation d'énergie fossile. À nouveau, il y a quand même une inflexion alors. Un plafonnement du charbon depuis 10 ans. Certains pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni en sortent progressivement, voire rapidement pour le Royaume-Uni. D'autres comme la Chine ont augmenté leur capacité.
La croissance du pétrole, elle, a légèrement ralenti. Il y a débat sur la part de ce plafonnement depuis 2008 qui serait subi en raison du franchissement d'un pic de production du pétrole dit conventionnel. Donc ce sont les pétroles non conventionnels depuis une douzaine d'années, notamment le pétrole de roche-mère américain et les sables bitumineux du Canada, sur lesquels on dépend de plus en plus pour maintenir une offre croissante. Certains parlent de pic de demande imminent sur le pétrole. Je ne suis pas trop sûr de ce que cela peut bien signifier, un pic de demande. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a encore des milliards de personnes qui voudraient bien consommer plus de pétrole. Je vois des gilets jaunes qui aimeraient aussi pouvoir se déplacer. Donc, qu'il y ait une autocensure de la demande ou une destruction de la demande, peut-être, mais un pic de demande, je suis personnellement sceptique. C'est le gaz, depuis 10 ans aussi, qui a beaucoup augmenté en termes de consommation, entre autres en remplacement du charbon, mais pas que. Dans toute cette histoire, je vous invite à considérer qu'il n'y a pour le moment jamais eu de transition énergétique à échelle mondiale. Il y en a eu dans certains pays, le nucléaire français par exemple, mais nous avons ici une problématique énergétique et climatique mondiale, une économie mondialisée et interconnectée, donc ce qui compte, c'est le mix mondial. On peut ici pas vraiment parler de transition énergétique, mais d'empilement énergétique, où les énergies nouvelles se rajoutent par-dessus les énergies anciennes. Voire, on pourrait parler, d'après les termes de Vincent Mignereau, de renforcement synergique des énergies. Consommer plus de pétrole incite indirectement, ou voire directement, à consommer plus de charbon, et vice-versa. À voir si la même chose va se reproduire avec les énergies renouvelables. On n'est qu'au début de cette histoire-là. Alors, petite parenthèse cocorico, je suis assez patriote, et d'ailleurs une première proposition que j'aurais envie de faire, ce serait une journée annuelle nationale en hommage à nos chercheurs en sciences de la vie et de la Terre, donc climatologie, mais pas que, aussi la biodiversité. Journée qui serait dédiée à faire un petit pas de côté, se recueillir, s'informer, réfléchir à l'avenir qu'on veut pour nos enfants. Cette journée permettrait d'aiguiser nos connaissances à tous des problématiques environnementales. Il n'y aurait toute la journée que ça qui défilerait sur les chaînes publiques. Donc voilà, la France, c'est pas rien, c'est Jeanne d'Arc, c'est Antoine Lavoisier, c'est Louis Pasteur, c'est Léon Blum, c'est Simone de Beauvoir, c'est Charles de Gaulle, je le dis avec émotion, c'est Claude François et Louis de Funès et Michel Sardou et Zimdine Zimdan et Jamel Debbouze et Omar Sy, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, pour en revenir à nos scientifiques, Joseph Fourier, qui fait la première ébauche de l'effet de serre, il y a bientôt 200 ans. Bien sûr, depuis, on comprend bien mieux le bilan énergétique de la Terre, le rôle des gaz à effet de serre. L'idée étant quand même que sans effet de serre, il ferait moins 18 degrés et la température ne serait pas vivable. Valérie Masson-Delmotte et Jean Jouzel, alors deux très grands paléoclimatologues, également coprésidents du groupe 1 du GIEC, alors Jean Jouzel, ex-coprésident. Alors la paléoclimatologie mérite vraiment des hommages, c'est un travail de fourmi sur des archives glaciaires, sur des sédiments marins, des registres de pollen ou encore des anneaux des arbres qui nous racontent nos climats passés. Ça permet de reconstituer la température ou les émissions de CO2 du passé, isoler l'influence de facteurs et les échelles de temps auxquelles jouent des facteurs comme l'activité du Soleil, l'activité volcanique, la dérive des continents, et bien sûr la composition atmosphérique, dont le rôle du CO2, c'est une science fascinante, qui permet aussi de renforcer l'idée du rôle prépondérant de l'homme dans la transformation actuelle du climat. Bon, et puis nous avons plein d'autres climatologues qui mériteraient des hommages comme Corinne Lequéré, Hervé Letreux, Céline Guivarch, Christophe Cassou ou encore Gilles Ramstein. Merci beaucoup à eux. On parle beaucoup climat, mais la biodiversité mérite en fait plus parce que c'est la mère de toutes les questions écologiques. À commencer par la vie marine, qui est en fait la plus fragile, car la plus légère. Ça pèse à peine 1 ou 2% de la biomasse sur Terre. Il y a des points de bascule qui, à tout moment, pourraient être franchis, voire qui auraient déjà été franchis, parfois dans l'indifférence générale. Alors, c'est quoi les facteurs? Il y a déjà le réchauffement en soi. Déjà, ça, c'est embêtant. C'est du stress pour la vie et c'est une pompe à CO2 qu'on abîme. Il y a l'acidification. C'est un stress supplémentaire, un océan qui s'acidifie.
Un autre effet pervers est que, par une réaction chimique en chaîne que je n'ai pas le temps de détailler, ça provoque un déficit de carbonate de calcium, qui est une molécule utile à la constitution des squelettes et des coquilles de micro-organismes marins à la base de la chaîne trophique des océans. Les océans sont de plus en plus stratifiés. Donc ça, on l'observe. Ils sont de plus en plus stables, mais en fait, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une couche supérieure de 200 mètres de profondeur qui se brasse de moins en moins avec les couches profondes. Ça fait que ça réduit, par exemple, les remontées d'oxygène depuis les couches basses ou les échanges de nutriments. Il y a enfin un phénomène de désoxygénation. Premièrement, parce que l'oxygène est tout simplement moins soluble dans l'eau chaude, et aussi parce que moins de nutriments sont transmis depuis les couches profondes vers le phytoplancton de la couche haute, donc moins de phytoplancton égale moins de respiration et d'oxygène. À ça se rajoute un phénomène d'eutrophisation de l'eau qui n'a rien à voir avec le changement climatique. Les 4 facteurs que je viens de décrire, c'est le changement climatique, mais il y a d'autres stress sur la vie marine: pollution chimique, pollution plastique, eutrophisation de l'eau et la création de zones hypoxiques, donc privées d'oxygène, sur les côtes, notamment, entre autres, en raison de l'excès d'effluents agricoles et d'engrais. Je ne vais pas palabrer trop longtemps sur la biodiversité et justifier qu'il y a un problème. Après le climato-scepticisme, on observe du biodiversité-scepticisme. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des chiffres à la virgule près sur le déclin de chaque espèce depuis 40 ans pour constater que quelque chose cloche? Alors, effectivement, en matière de biodiversité, on est moins capable de tracer des jolies courbes par rapport à la climatologie, j'entends. On est moins capable de tracer des trajectoires, des courbes, des indicateurs clairs, parce que c'est un problème avec beaucoup plus de complexité d'indicateurs et une science moins financée. Et voilà, personne n'était là aussi il y a 40 ans pour recenser toutes les espèces. C'est difficile. Ceci dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a à prouver? Je vous laisse peut-être 20 secondes pour lire ce qu'il y a là et reprendre un peu ma respiration et boire un peu d'eau. Adrien, est-ce que vous m'entendez bien toujours? Super. Ouais. Alors, le constat est fait, on pourrait encore longtemps en discuter. Quels sont les scénarios possibles à partir de là? Alors, c'est un copier-coller du dernier rapport du GIEC. Il y a un scénario dit SSP5 qui serait absolument catastrophique, une Terre invivable. Heureusement, il est quand même très improbable et de plus en plus improbable. Par exemple, ça impliquerait qu'on consommerait 4 fois plus de charbon d'ici 2100, qu'on ne reculerait devant rien, même à plus de degrés, on n'en démordrait pas. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait presque aucun progrès technologique, qu'il n'y aurait pas d'effondrement civilisationnel à plus 3 degrés qui nous empêcherait de poursuivre notre marche en avant. Bon, bref, c'est un scénario de plus en plus considéré comme improbable et extrême. SSP3 peut paraître un peu plus probable et serait quand même, en toute vraisemblance, absolument catastrophique. Il peut quand même apparaître improbable dans la mesure où ça suppose un prolongement linéaire de nos émissions de CO2, alors qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a quand même une inflexion. Il n'est pas impossible même qu'il y ait un plafonnement pendant cette décennie avant une lente décrue. Mais du moins, une augmentation linéaire pour toujours, voilà, on peut espérer quand même qu'on n'est pas sur cette voie-là. Le SSP3, ça ressemble... SSP2, pardon. SSP2, ça ressemble d'un peu plus près, même ça ressemble d'assez près, à la somme des engagements nationaux existants pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est un effort qui est relativement plausible, voire relativement facile à réaliser, mais ça reste insuffisant. Surtout qu'au final, peu de pays respectent leurs engagements et on va quand même vraisemblablement, si les choses continuent ainsi, vers un réchauffement à jusqu'à peut-être plus 3 degrés. Ce qu'on est supposé faire, c'est SSP1, c'est ce qu'on voit ici. C'est un effort titanesque, même dans la version où on dépasse les plus 1,5 degrés qui paraissent quand même un peu hors de portée, et où on reste sous les 2 degrés. Ça, c'est la version SSP1 2.6. Ce serait quand même un effort très important de tenir les 2 degrés. Ça impliquerait déjà de diviser les émissions mondiales par 2 d'ici 30 ans, donc forcément par plus de 2 pour les pays les plus développés. Et ça impliquerait d'atteindre le net zéro dans la deuxième moitié du siècle. Le net zéro, ça veut dire que nos émissions restantes devraient être compensées par renforcer des pompes à CO2 naturel comme les forêts ou les sols agricoles, ou capturer industriellement le CO2. On y reviendra.
Sachant que tout ça ne garantit rien, ça met juste beaucoup, beaucoup plus de chances de notre côté. Parce que même à plus de degrés, il y a des chances plus élevées qu'à plus 1,5 qu'on déclenche des boucles de rétroaction et des points de bascule, comme la fonte du permafrost, qui entraînerait du réchauffement supplémentaire. Alors attention quand même aux paniques qu'il y a eu autour de ces questions de points de bascule. Aussi loin que la science sache aujourd'hui, ce sont des phénomènes relativement lents qui provoqueraient du réchauffement à l'échelle de siècles, voire de millénaires. Ça n'en demeure pas moins préoccupant pour notre espèce, mais il n'y a à ce jour pas de fatalité. Ce qui va se passer ce siècle-ci, ce sera en grande partie le résultat de ce qu'on fera. Donc on ne pourra pas se cacher derrière la faute à pas de chance et des points de bascule et des boucles de rétroaction. C'est important à le savoir. Alors, les gaz à effet de serre, on a un problème qui se retrouve dans nos moindres faits et gestes. C'est pas la même chose que le problème du trou dans la couche d'ozone, où c'était des gaz bien localisés. En plus, régler le problème avait permis aux industriels de vendre plus de frigos, donc ça, c'était plutôt chouette. Et pourtant, on a mis quand même 20-30 ans à se mettre d'accord. Non, les gaz à effet de serre, ça se retrouve dans la manière de se loger, de se déplacer, de consommer, de manger. Bon, là, vous pourrez faire pause et voir case par case toutes les sources de gaz à effet de serre. On a beaucoup tendance à se focaliser sur le transport de personnes, donc voitures et avions. Ça focalise beaucoup d'attention parce que c'est ce qui est le plus visible. Alors attention, ce n'est que de l'ordre de 9%, voiture plus avion, enfin transport de personnes, de l'ordre de 9-10% des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, c'est énorme, car c'est bien ça le problème, on a la somme de plein de petits problèmes qui pèsent quelques pourcents. Donc les arguments selon lesquels oui, la France ou oui, l'avion, ça ne pèse que quelques pourcents des émissions de CO2, c'est littéralement le même raisonnement qu'un enfant de maternelle qui demande à ses parents pourquoi c'est grave de jeter un papier par terre, parce que ça ne fait qu'un papier de plus par terre. Alors voilà, tout ça, ça doit faire net zéro pendant la deuxième moitié du siècle, et j'ai expliqué ce que signifiait net zéro. Alors maintenant, les solutions. Il y en a beaucoup. Il y en a alors à la fois beaucoup et pas beaucoup. À nouveau, les ordres de grandeur, quand je dis ça peut faire 20-30% du boulot, c'est inspiré de ma prélecture du 3e rapport du GIEC, ce sont des ordres de grandeur. Commençons par produire plus d'énergie bas carbone. Alors, il n'y a pas 1000 solutions pour produire massivement de l'énergie bas carbone supplémentaire, du moins dans les projections des chercheurs qui modélisent le mix énergétique futur. En gros, il y en a 3. Solaire, éolien et à un degré moindre nucléaire. À un degré encore moindre de l'hydroélectricité, parce qu'une grande partie du potentiel mondial est déjà exploité, et il y a aussi potentiellement du biogaz à un degré peut-être moindre. Alors pourquoi je dis à un degré moindre pour le nucléaire ? Eh bien, c'est en raison de cette ligne violette. En fait, depuis 30 ans, malheureusement, le nombre de réacteurs nucléaires en fonctionnement et l'électricité que ça produit sont en train plus ou moins de stagner. Malheureusement, c'est comme ça. Le nucléaire ainsi représente aujourd'hui à peine 4% de l'énergie primaire mondiale et c'est une part en déclin. Il n'est pas exclu qu'il y ait une relance, mais il faut déjà remplacer le parc ancien. Et il va y avoir un effet falaise parce que beaucoup de réacteurs ont été construits au même moment, par exemple années 80 en France, donc beaucoup vont arriver en fin de vie au même moment. Donc il faut les remplacer et il faut réussir les prochains chantiers qui sont quand même complexes et coûteux. C'est possible, mais à ceux qui disent que le nucléaire c'est la solution au changement climatique, ils ont une vision pour le moins parcellaire et ils ont le goût du risque à mettre tous leurs œufs dans ce panier-là. En revanche, que le nucléaire puisse effectivement réussir sa relance et représenter, disons, 10% de la solution, oui, pourquoi pas, je l'espère. Les renouvelables, eux, augmentent significativement leur production depuis 10 ans et ils ont plutôt le vent en poupe, sans mauvais jeu de mots. Il reste cependant évidemment du chemin à faire et des paris technologiques à relever, notamment sur le stockage de l'électricité, le recyclage en fin de vie des équipements et l'approvisionnement en métaux critiques comme le cuivre ou des métaux critiques spécifiques à la mobilité électrique comme le cobalt, le nickel ou le lithium. Pour le moment, aussi, on n'a pas de preuve définitive qu'un système électrique avec une forte pénétration, un fort taux de pénétration des renouvelables soit autonome et stable. Pour le moment, on a des faibles taux de pénétration, alors ils augmentent, mais voilà, il va falloir franchir d'autres paliers.
Pour le moment, les énergies renouvelables ont besoin d'une base fossile, une base d'énergie fossile, pour extraire les matières premières, les transformer, industrialiser les équipements, etc. Mais moi, je dis pourquoi pas. En tout cas, il y a intérêt que ça marche, il y a intérêt que le moins de trucs possible foirent. Sinon, ça risque d'être à la fois l'effondrement, pas juste climatique, mais aussi énergétique et puis biologique de la biodiversité. Donc, j'insiste, on n'a pas 1000 solutions. Le système énergétique est quelque chose qui évolue lentement. On est un peu, du coup, condamné à faire avec les solutions immédiatement déployables, et il n'y en a pas 1000. Donc, ma position, c'est qu'il faut qu'un maximum de choses marchent. S'il n'y en a que la moitié qui marche, c'est déjà très problématique. Alors attention aussi, parce qu'encore faut-il que les énergies de substitution se substituent vraiment aux énergies à substituer. Le développement des énergies alternatives bas de carbone, que sont par exemple les SMR, petits réacteurs nucléaires modulaires, nourrissent entre guillemets des espoirs dans l'industrie canadienne des sables bitumineux, donc c'est du pétrole bien dégueulasse, des espoirs pour produire la chaleur nécessaire pour fluidifier le bitume in situ et l'extraire plus facilement. Donc il y a un petit problème, là, comme on disait, de renforcement synergique des énergies. C'est pas pour taper sur le nucléaire, puisque les énergies renouvelables ne sont pas en reste, pour saisir l'opportunité du marché du raclage des fonds de tiroir du pétrole, ici en l'occurrence à Oman pour la récupération assistée du pétrole. Après tout, business is business. C'est une illustration parmi d'autres, on n'a pas forcément le temps de toutes les détailler, qui suggère que les énergies de substitution, pour le moment, ne transforment pas notre système de surconsommation de ressources, elles peuvent même en renforcer son fonctionnement. C'est pas pour être fataliste, c'est pour alerter. Autre point, est-ce que le véhicule électrique va vraiment réduire les émissions? Bon, la voiture, c'est de l'ordre de 6% des émissions de CO2. C'est pas 100%. À nouveau, 6%, c'est beaucoup, il faut s'en occuper, mais ce n'est que 6%. Alors, à voir. Déjà, la fabrication et le fonctionnement ne sont pas zéro émission. Et il faut produire la batterie et il faut produire l'électricité. Alors, en Europe et aux États-Unis, le gain est important. Il est de l'ordre de 2/3, comme on le voit sur ces graphiques, mais il n'est pas de 100%. En Chine et en Inde, pour le moment, le gain n'est pas si important. Et en l'occurrence, le marché automobile est de plus en plus plutôt en Chine et en Inde. Et l'électricité de ces pays s'y décarbone, certes, mais lentement. Il faut garder un œil sur la part de marché du SUV électrique. Plus elle augmente, plus les gains seront faibles. Et surtout, plus on fait des SUV électriques, plus on consacre des métaux critiques à des grosses voitures. Alors qu'avec les métaux qui sont consacrés à un SUV, on pourrait faire 3 voire 4 petits véhicules électriques. Donc moins de véhicules électriques, ça limite encore plus les gains. Un autre problème serait qu'en se sentant, entre guillemets, éco-responsables sur 6% de leurs émissions, qui en plus ne seront pas réduites de 100%, les consommateurs se lâchent sur le reste. C'est ce qu'on voit un peu sur le recyclage. Ce n'est pas pour donner des leçons, c'est des choses qu'on peut observer. Ce sont des risques. Il y a les classiques effets rebonds qui font que lorsqu'on gagne en efficacité, on augmente les niveaux de consommation, donc des moteurs plus efficients font qu'on parcourt plus de kilomètres, par exemple. Un autre effet potentiellement pervers, mais grave, que j'invite à considérer, c'est est-ce que les véhicules thermiques vont véritablement sortir du parc automobile? Par exemple, on voit que des véhicules thermiques en fin de vie vont sur des marchés secondaires comme le Maroc ou l'Afrique, et en même temps, c'est un dilemme moral. Qui sommes-nous pour refuser à ces pays en voie de développement de se déplacer comme nous l'avons fait? Et d'ailleurs, il y a des voix qui s'élèvent en Afrique, de chefs d'État et de citoyens, pour dire on ne veut pas être les dindons de la farce de la transition énergétique. Vaste sujet. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre la providence du pic pétrolier? Alors, il y a des indications qu'il pourrait éventuellement y avoir un pic pétrolier qui aurait soit déjà été franchi, soit en passe de l'être. J'en sais rien. Il est peut-être encore lointain. On s'est déjà trompé à ce sujet. Néanmoins, comme je l'indiquais, le pic de production du pétrole conventionnel a été franchi, donc l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, a acté cela. Les découvertes récentes des dernières années sont très faibles, malgré des investissements très importants engagés au début des années 2010. Et depuis quelques années, il y a un mouvement de désinvestissement des énergies fossiles. Et il y a aussi des difficultés du secteur non conventionnel. Ici, à gauche, on a un autre prisme que la production, qui sont les réserves et les estimations par BP. En fait, si les réserves prouvées ont significativement augmenté au début des années 2000, ce n'était pas vraiment la peine de se gargariser en disant « Ah, les théoriciens du pétrolier se sont encore plantés ». Cette augmentation était quasi entièrement du fait de 2 pays. Le Venezuela, avec son pétrole lourd et extra lourd, et le Canada, avec ses sables bitumineux.
Donc, c'est 2 pétroles bien dégueulasses, très polluants et émissifs à aller chercher, chers à extraire, et que de toute façon, il ne faut surtout pas extraire si on veut atténuer la catastrophe climatique. C'est le sens de l'image à droite qui dit qu'il faut laisser une très grosse partie des énergies fossiles accessibles si on veut tenir les plus 1,5 degré. Ainsi, les réserves n'ont pas augmenté parce qu'on aurait par magie trouvé des super champs que personne n'avait remarqué depuis 100 ans. Et quand on en est maintenant à aller chercher aussi loin que le fin fond de l'Arctique, c'est que ça sent clairement la fin du pétrole facile. J'invite chacun à imaginer l'effet falaise d'une descente pétrolière et énergétique si jamais non seulement on exploite le peu de pétrole facile qui reste, mais aussi qu'on ne va pas chercher le pétrole entre guillemets difficile. La crise énergétique actuelle, alors, il y en a une, mais c'est une piqûre de moustique par rapport à l'effort qui serait nécessaire. Et pourtant, cette piqûre de moustique, c'est déjà la panique, parce qu'on voit que les choses ne sont pas organisées, pas planifiées, etc. Donc on subit un peu. Voilà, la réaction de Joe Biden, c'est un peu paradoxal. Quelques mois après avoir pris des engagements climatiques et avoir fait des belles promesses qui effectivement étaient très ambitieuses, quelques mois après, un mini manque de pétrole qui est franchement rien par rapport à l'effort qu'il devrait théoriquement réaliser, il va tendre la main à l'OPEP pour augmenter la production. Bon, on voit bien dans tous les 4 cas qu'on évoque ici qu'à aucun endroit, un seul gouvernement ne soit venu dire « pas de panique, ne vous inquiétez pas, braves gens, nous avions prévu tout ce qu'il faut, il y a des panneaux solaires, des véhicules électriques, tout va bien, c'est ce energy crunch, c'est rien du tout. » Ça n'existe pas ce que je viens de décrire, nulle part. Passons à la deuxième famille de solutions. Les solutions fondées sur la nature. Ça peut faire, oui, 20-30% du boulot, je pense qu'il y a mais pas 100%. Alors, il y a arrêter la déforestation, il y a la reforestation, il y a la replantation d'écosystèmes naturels comme les mangroves, et puis il y a l'agriculture de conservation qu'on va développer. En attendant, Hartung, attention sur les questions de reforestation. Beaucoup d'entreprises utilisent ça dans leur stratégie neutralité carbone. Beaucoup de pays utilisent ça dans leur stratégie neutralité carbone. À un moment, attention, il ne va juste pas y avoir assez de forêt pour tout le monde. Donc oui, c'est un levier, mais ça ne satisfera pas tout le monde en termes de neutralité carbone sans rien changer au système. Il y a beaucoup de chiffres sur le sujet. L'agriculture sur sol vivant, alors, c'est un vrai vent d'espoir pour plein de raisons, pas que climatique. L'idée, la grande idée principale, c'est de laisser la vie du sol faire une part du travail de fertilisation des plantes, comme le blé ou l'orge, ou les céréales, ou les fruits et légumes. Cette vie souterraine, sous le sol, elle nous est non seulement invisible, mais elle a été quasiment oubliée dans une grande partie du monde agricole et dans les manuels des agronomes. On redécouvre un petit peu tout ça depuis quelques années. Alors, il y a de la redécouverte, mais il y a aussi de la découverte scientifique à venir sur le rôle du vivant dans le sol. Alors, ce qu'on sait, par exemple, c'est que les insectes décomposent la matière organique, les vers de terre, notamment les anéciques, creusent des galeries verticales, ce qui améliore la porosité du sol, sa capacité d'éponge, ce qui est pratique en cas d'inondation, mais aussi de sécheresse, donc en termes de résilience climatique. C'est pratique par rapport à un sol qui serait compacté par du labour excessif et profond. Les vers de terre peuvent également contribuer, enfin, ils contribuent également à la remontée de nutriments et à reboucler les cycles de l'azote, par exemple. Les champignons entrent en symbiose avec les plantes, comme le blé, en établissant des contacts entre leurs filaments, les hyphes, et les racines des plantes. Ça permet aux plantes d'étendre leur réseau racinaire et leur capacité de captation d'eau et de nutriments. Il y a aussi de l'espoir sur les microbes en termes de découvertes scientifiques et agronomiques à venir. Par exemple, la capacité des microbes et des bactéries à entrer en symbiose avec les plantes pour déverrouiller, par exemple, le potentiel du phosphore accumulé dans le sol par excès d'utilisation d'engrais et rendre ce phosphore assimilable par les plantes. Des espoirs également, par exemple, sur la capacité des microbes à fixer l'azote de l'air, pareil, en entrant en symbiose avec les plantes. Les piliers de cette agriculture sur sol vivant, donc c'est déjà une couverture permanente du sol, donc ne jamais laisser le sol à poil et vulnérable face au vent, au soleil, aux pluies. Donc entre la récolte et le prochain semis, maintenir des intercultures qui couvrent le sol en permanence. Semer sans travail du sol ou en limitant par exemple le labour. La diversité et la rotation des cultures.
Les légumineuses qui contribuent à fixer l'azote de l'air. Une autre proposition que je serais tenté de faire serait que la France se dote d'un vrai plan légumineuse vraiment financé, 20-30 kilos de quotas de consommation par Français par an gratuit, à la fois pour, donc c'est quelques milliards, hein, ça en vaut la peine en termes de retour social et environnemental sur investissement, en termes de changement d'habitudes alimentaires, et aussi pour soutenir les agriculteurs qui voudraient se lancer dans les légumineuses. Donc voilà, des quotas gratuits, on n'est pas obligé d'en manger 20-30 kilos par an, mais ce serait un signal fort et un symbole fort, et aussi structurant pour la transformation de l'agriculture et des habitudes alimentaires. Un pilier important est la replantation de haies, et surtout arrêter d'arracher les haies vives. Tout ça permet de limiter les intrants, notamment les dérivés du pétrole, l'eau et les produits phytosanitaires. Une question se pose sur le glyphosate. Effectivement, il y a un trade-off, il y a une contrepartie. Pour se passer de labour mécanique, donc par le tracteur, il faut bien désherber, et c'est ce que permet le glyphosate. Alors, appliqué en dose raisonnée, disons 50 centilitres par hectare, ça n'a pas des impacts trop durs sur le sol, sachant que pour la culture de céréales, c'est vraiment très dur d'allier à la fois agriculture de conservation et bio. C'est le saint Graal, on aimerait, mais c'est à ce stade difficile. Donc, pour se passer de glyphosate, effectivement, il faudrait financer une recherche scientifique sérieuse. En attendant, c'est vraiment difficile de s'en passer. Mais on peut l'utiliser de manière raisonnée. Voilà, les avantages, il y a de la capture du CO2, j'ai parlé de la porosité des sols et de la résilience climatique, préparer l'après-pétrole, jouer sur le biocontrôle et les barrières sanitaires, donc les coccinelles qui empêcheraient les pucerons de venir manger, de détruire nos récoltes. Ça donne du sens aussi au métier d'agriculteur, et puis c'est motivant en termes de découvertes scientifiques et de recherche à venir. Un point sur le chanvre, une autre proposition serait que la France se dote d'une vraie stratégie de chanvre. On a une stratégie hydrogène, on a une stratégie décarbonation du transport aérien. Eh bien, pour des considérations vraiment bassement industrielles et agronomiques, c'est dommage de ne pas avoir une stratégie chanvre. C'est une culture à bas intrants qui s'intègre très bien dans la rotation des cultures, qui contribue à la structuration du sol, donc sur le plan agronomique, c'est pas mal. Ça présente aussi beaucoup d'applications industrielles, alimentation humaine et animale, matériaux de construction, papier, plastique biosourcé, textile. Bon, on parle là potentiellement de dizaines de milliers d'emplois à créer, à relocaliser, ou plutôt à recréer, puisque jusqu'en 1830, il y avait 176 000 hectares de champs en culture en France. C'est descendu à seulement 700 en 1960. Aujourd'hui, ça revient avec 16 000 hectares, soit la moitié de l'Europe. Mais on voit tous les pays européens s'y mettent, il y a une belle exponentielle, et la France n'exponentialise pas tant que ça. Alors, il ne faudrait pas qu'on reste à la traîne alors qu'on a un peu le leadership. Vraiment, j'insiste, c'est un enjeu agronomique, industriel, mais aussi de souveraineté économique de la France. C'est une culture d'industrie. Nouvelle famille de solutions, la sobriété et l'efficacité énergétique. La différence entre les deux, par exemple, dans le logement, la sobriété, ce serait chauffer moins, l'efficacité, ce serait isoler. Les deux sont nécessaires. Dans le transport, la sobriété, ce serait acheter une voiture plus légère ou se déplacer à vélo. L'efficacité, ce serait gagner en efficacité par kilomètre parcouru. Dans l'alimentation, la sobriété, ce serait par exemple manger un peu moins de viande. L'efficacité, ce serait nourrir les ruminants de manière à ce qu'ils émettent moins de méthane. Du moins, c'est la promesse qui nous est faite. Ça peut faire une grosse partie du boulot. Alors 30-40%, il y a des scientifiques, des modèles énergétiques à low energy demand. C'est un modèle qui s'appelle le modèle LED, qui est encore plus ambitieux que ce que je suis en train d'indiquer là. Mais soyons modérés. Alors dans tout ça, la croissance, ou plutôt la fin de la croissance, peut faire une partie du boulot. D'abord, ce que j'invite à considérer, c'est est-ce qu'il y a besoin qu'une idée soit bonne pour la croissance pour que ce soit une bonne idée. Par exemple, l'économie circulaire, ramener nos meubles, nos jouets, nos raquettes en fin de vie chez Ikea, chez La Grande Récré, chez Decathlon, et que ces entreprises soient tenues de les reprendre et de les revendre, et de réaliser une part croissante de leur chiffre d'affaires par le réemploi. Est-ce que c'est bon pour le PIB ou pas? Moi, j'en sais rien, mais je n'ai pas l'intention de faire ce genre de calcul avant de me dire le réemploi, c'est une bonne idée. Après tout, on ne s'est pas embarrassé de ce calcul-là avant de déployer Internet. Parce que pour moi, c'est franchement pas si évident qu'Internet ait créé de la croissance, du moins sur cette courbe où on voit le taux de croissance décennie après décennie qui recule. Voilà.
la transformation digitale, on parle quand même de la plus grande transformation économique des 30-40 dernières années, et on ne voit pas forcément de relance de la croissance. Ça a développé certaines activités, ça en a détruit d'autres, ça fait peut-être qu'on sort un peu moins, qu'on consomme un peu moins, ça a rendu beaucoup de services très utiles, pour pas cher du tout. Bon, il y a de la valeur, mais il n'y a pas forcément du PIB derrière. Bon. Bref, enfin, pour moi, ce n'est pas forcément démontré que ça ait globalement créé de la croissance. Bref, en tout cas, l'économie croît de moins en moins, c'est comme ça. Pour moi aussi, on va potentiellement entrer en décroissance, et la question est seulement que cette décroissance soit correctement organisée et socialement équitable. Il y a pas mal d'indicateurs de décroissance, hein, donc le PIB constant par habitant et le pouvoir d'achat stagne, voire baisse pour beaucoup de catégories de la population depuis une douzaine d'années. Beaucoup de Français en fait vivent déjà en décroissance. C'est une minorité qui est de plus en plus restreinte qui continue de faire de la croissance, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Les autres pays riches sont globalement dans la même situation, hein, affichent les mêmes tendances. Voilà. Alors, il y a des nouveaux mots de vocabulaire qui entrent dans la doxa économique, stagnation séculaire, japonisation de l'économie, croissance négative. Bon. Et tout ça à crédit. Donc, de moins en moins de croissance et de plus en plus de dettes. Si je mets un point d'interrogation au niveau de cette chauve-souris, c'est parce qu'on ne sait pas bien ce que cette pandémie va donner au final, le résultat des courses en termes de croissance. Au début, on disait que ça allait être un cataclysme. Là, on voit que le chômage n'a jamais été aussi bas dans un pays comme la France et que la croissance repart. Tout ça est très perturbant. En fait, on est au milieu d'une gigantesque relance keynésienne et c'est très dur d'y voir clair. La question de l'inflation aussi est importante et la question de... Bon, bref, à voir. Bon, en tout cas, les sources de plafonnement de la croissance sont nombreuses, on n'a pas le temps de tout les discuter. Il y a des phénomènes de déconsommation qui se confirment. Il y a du déclassement social des classes moyennes qui sont un moteur important de la croissance. Il y a le vieillissement démographique, les personnes âgées n'ayant pas les mêmes comportements de consommation que les jeunes. Il y a des enjeux technologiques, voilà, c'est un débat ouvert. Et encore dans tout ça, le changement climatique, l'épuisement des ressources, l'érosion des sols, le stress hydrique et la perte de biodiversité ne pèsent pour le moment pas tant que ça sur la croissance, pour le moment. Alors, c'est un graphique où je me dis, tiens, quelque part, l'État, donc c'est la stratégie nationale bas carbone qui est reprise dans le brillant rapport RTE publié récemment, l'État est en quelque sorte en train peut-être d'organiser une décrue énergétique. Donc, moins 40% de consommation d'énergie finale en 30 ans. C'est pas mal, c'est beaucoup, mais en quelque sorte, c'est dans la poursuite des tendances déjà actuelles. C'est-à-dire, on est déjà sur une sorte de décrue énergétique de moins 1% par an depuis une quinzaine d'années. Certes, on a fait le bout facile du chemin, et il y a encore un gros bout à aller chercher. Donc, on compte réduire, notamment par l'efficacité énergétique, mais peut-être aussi par de la sobriété, notre consommation d'énergie finale, et pour la consommation restante, l'électrifier en grande partie. Donc c'est ça, et je vous invite à lire le rapport RTE qui dit comment on peut électrifier une grande partie de nos usages. Voilà. Alors attention dans tout ça, parce que si on fait moins 40% en tout, mais que les 10% du haut qui consomment de l'ordre de, 25-30% de l'énergie en France, si les 10% du haut continuent de faire de la croissance, ça fait porter un effort encore plus important sur les 80-90% du bas. Et donc mathématiquement, ça ne reboucle pas. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde contribue à cet effort, de manière à ce que ce soit socialement équitable. Sinon, il va y avoir des gilets jaunes, mais pas que, il y a des personnes qui se chauffent au fioul qui ont déjà des difficultés aujourd'hui, des agriculteurs qui sont très vulnérables face à la flambée du prix des carburants. Donc, il y a pour moi déjà des signes de lutte des classes énergétiques si cette équation de moins 40% n'est pas équitable. Dans tout ça, je ne le répéterai jamais assez, on n'a pas le luxe d'opposer les solutions. Si on veut éviter une France en insécurité énergétique croissante, il faut que absolument tout marche. La relance du nucléaire, le déploiement des énergies renouvelables, le stockage, l'efficacité énergétique, peut-être de la sobriété, il faut que tout marche. Ça n'a pas de sens d'opposer les solutions entre elles, comme beaucoup le font. Alors, la question des allocations carbone et des quotas. Pour moi, ce serait un outil qui pourrait assurer une transition socialement juste. Parce qu'à tout point de vue, il faut que le système soit favorable à la sécurité énergétique et au pouvoir d'achat des plus démunis, qui sont à la fois les moins responsables de ce qui se passe et les plus vulnérables face à la descente énergétique et face au dérèglement climatique. Alors, ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas une dictature du tout. Après tout, quand on n'a plus d'argent dans son compte en banque, on n'a plus d'argent.
Là, c'est pareil, on n'a plus beaucoup de budget carbone, plus beaucoup de budget pétrole. Pour moi, c'est une démarche qui serait plus socialement juste que les taxes, qui sont de plus en plus inefficaces et de plus en plus injustes. Inefficaces car $1 pour les plus gros consommateurs, et aussi parce que les plus petits consommateurs ne peuvent guère consommer moins. Alors, ce n'est pas une dictature, c'est une garantie qu'on tienne nos promesses. Donc, en fait, ça ne changera rien. Ça ne va rien changer. C'est juste une manière d'assurer que les promesses sont tenues. Par exemple, le transport aérien promet la neutralité carbone à horizon 2050. Bon, moi, je propose un système de rationnement du kérosène disponible pour le transport aérien. Donc, en 2022, ils auront autant de kérosène disponible qu'en 2021. Et chaque année, on réduit de 2% jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2070. Donc, ma proposition est encore moins ambitieuse que ce que le transport aérien se fixe pour lui-même. Donc, ça ne devrait leur poser absolument aucun problème. Ce n'est pas une punition, je le disais tout à l'heure, c'est une incitation à innover, à accélérer les transformations technologiques et se faire sainement concurrence pour proposer les produits les plus bas carbone et les plus efficients possibles en termes de consommation de ressources. Ce n'est pas infantilisant, au contraire, ça donne de la visibilité aux acteurs, c'est leur faire confiance, leur donner le temps de s'organiser. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Si on fixe, aujourd'hui, on a tel quota et chaque année, on va les décroître jusqu'à atteindre nos objectifs. Il faut évidemment décliner le système par usage. Donc, un système pour le transport aérien, un système pour la voiture, un système pour l'alimentation, etc. Donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Et surtout, la réflexion reste très ouverte parce que les propositions sont à peine émergentes depuis quelques années. Et ce n'est pas moi qui suis en train d'inventer tout ça, loin de là. Ce serait, à mon sens, favorable à la réindustrialisation d'un pays comme la France, dont l'électricité est déjà bas carbone. Et surtout, ça éliminerait de fait les effets rebonds, puisqu'on a des quotas. Donc, on ne peut pas rebondir. Il y a un quota. C'est techniquement réalisable. Alors, c'est des schémas. Le rationnement du pétrole ou de l'eau, c'est des choses qui se font déjà. On sait faire. Et avec les technologies modernes, ce serait d'autant plus facile. Je suis toujours sur les questions de sobriété, d'efficacité. La pub est un enjeu assez important. La question que je soulève, c'est est-ce qu'en 2050, il y aura encore des pubs de produits neufs? Ou est-ce que ne seront autorisées que des pubs de produits issus du réemploi et de l'économie circulaire? Personnellement, je serais pour interdire le plus tôt possible toutes les pubs de produits neufs et ne les autoriser que pour les produits issus des réemplois. Donc Vinted pourra faire de la pub, Ikea pourra faire de la pub, mais seulement pour ces meubles issus du réemploi. Ils pourront continuer à produire et à vendre des meubles issus de matières premières vierges, mais ils ne pourraient pas faire de la pub dessus. Je suis également pour l'interdiction de pub de produits ou services consommant du pétrole. Alors, le marché de la communication, publicité, affichage, communication numérique, c'est de l'ordre de 30 milliards d'euros en France, ça crée beaucoup d'emplois. Il ne s'agit pas de lui taper dessus, il s'agit de le réorienter et de l'inciter à se transformer progressivement. J'invite quand même à penser au fait que clairement, avec une ambiance, une atmosphère publicitaire qui aurait évolué dans le sens que j'évoque, on n'est pas dans la même société. Ça va bien au-delà de la seule question écologique. Pour moi, c'est aussi une question culturelle et une question de dignité dans la manière de promouvoir des choses auprès des consommateurs. Je parle beaucoup de réemploi depuis le début parce que c'est un sujet sur lequel je travaille pour l'État en ce moment. Ça m'incite à parler d'une autre famille de solutions, d'économie circulaire. Le recyclage, c'est un vrai truc, ça existe. Ça permet notamment le recyclage des métaux d'éviter de l'ordre de 4-5% des émissions de CO2 en France, d'après des études de l'ADEME. On arrive un peu au bout du chemin en termes du recyclage. Il y a encore du potentiel, mais globalement, c'est un peu derrière nous et c'est bien, on peut s'en féliciter. Les prochaines étapes, c'est véritablement d'inciter à la réparation, l'allongement de la durée de vie des produits, le réemploi. C'est ça les prochaines étapes. Et ça peut faire une bonne partie du boulot. Alors, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées en France, d'après la célèbre formule de Valéry Giscard d'Estaing. Mais on a aussi des fringues, des monopolies, des raquettes de tennis plein les placards qui ne servent à rien. Eh bien là, voilà notre matière première. On a notre fond de roulement. Il faut juste le gérer intelligemment. J'exagère peut-être un peu, mais c'est l'idée. À nouveau, le rapport du GIEC va en parler aussi, je n'invente rien, mais limiter l'étalement urbain permet de limiter la consommation d'énergie pour le transport
et le chauffage du bâtiment en mutualisant la consommation d'énergie du bâtiment. Alors, il y a débat sur la taille optimale d'une ville. Il me semble à certains égards que rien n'est plus efficace qu'une ville comme Paris, dont la densité détient le record du monde développé. Les grandes métropoles sont souvent décriées pour être associées à un mode de vie très consommateur de ressources et aussi parce qu'au-delà d'une taille, il y a beaucoup de mouvements de va-et-vient pendulaire entre les zones périphériques et la métropole pour aller travailler, donc on perd en efficacité. Je n'ai pas d'avis final sur le débat sur quelle est la taille de ville optimale et ce n'est pas le genre de choses qui se programme sur un fichier Excel. En tout cas, limiter l'étalement urbain, c'est un vrai sujet. Cependant, je me garderai bien de faire la leçon aux habitants de zones périurbaines et de banlieues pavillonnaires à qui on a promis une maison individuelle, la voiture, la belle vie depuis 40 ans. Et maintenant, certains qui leur disent, en fait, tout ça, c'est ringard, c'est pas écolo, ça pollue. Hein. Cependant, alors, c'est pas une histoire de donner des leçons, la question, c'est surtout un enjeu de préserver la sécurité énergétique des plus fragiles, notamment parmi ces populations qui se retrouvent dans des zones périphériques un peu délaissées, qui sont dépendantes de la voiture et qui habitent parfois des maisons mal isolées. Donc, sans effectivement faire la leçon, comment on peut optimiser les transports et accompagner à la rénovation des bâtiments de ces gens-là, plutôt que de leur dire fin de la partie, il faut maintenant revenir dans des grands ensembles, etc. Enfin, c'est une manœuvre qui serait difficilement socialement acceptable, même si on peut l'encourager. Une famille dont on doit parler de plus en plus, et c'est pas parce que ça a forcément beaucoup de potentiel, c'est parce qu'on est acculé désormais, même depuis le début des années 2010, de plus en plus de chercheurs, et jusqu'à en faire état dans le précédent rapport du GIEC, on se retrouve maintenant obligé de capturer du CO2 et de retirer une partie du CO2 qui est déjà émis dans l'atmosphère, juste parce qu'il faut ça pour que l'équation reboucle. C'est pas parce que les technologies de capture de CO2 sont en train de faire de grosses percées, où on se dit, tiens, super, c'est parce qu'on y est contraint mathématiquement de le faire. Alors, avant de rêver à capturer du CO2 dilué dans l'air à 0,04% de concentration, déjà, où en est-on dans la capture du CO2 en sortie de cheminée, donc centrale à charbon, gaz, aciérie, usine de fabrication de fertilisants, donc les sources concentrées. Eh bien, on n'en est pas bien loin, alors qu'on en parle depuis 25 ans, il n'y a pas eu de grand plan mondial de déploiement de ces technologies. On aurait dû, depuis 25 ans, équiper toutes les centrales à charbon et financer cet équipement de centrales à charbon de dispositifs de capture. Ça a un coût, donc une centrale à charbon devrait consommer de l'ordre de 20-30% de l'énergie qu'elle produit pour capturer le CO2 qu'elle émet. Ça ralentirait le déploiement des centrales à charbon, mais voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'il y a à peine une vingtaine d'installations dans le monde de capture. Donc ça capture quelques millions de tonnes de CO2, alors que pour que ça commence à devenir intéressant, il faudrait des milliards. Et c'est un comble, le peu de carbone qu'on capture est revendu en grande partie à l'industrie pétrolière, pour qui le CO2 est utile dans la récupération assistée du pétrole. C'est quand même un peu rocambolesque. Donc il faut arrêter ça. Une autre solution, enhanced weathering, ou l'altération forcée, qui consiste en gros à broyer des roches de silicate, par exemple l'olivine, à les broyer pour accélérer une réaction avec le CO2 qui permettrait de retirer du carbone de l'atmosphère, et aussi par un ensemencement des océans, non seulement à capturer du CO2, mais potentiellement traiter le problème de l'acidification. Pourquoi ça avance pas plus vite? Eh bien, parce que c'est, sans rentrer dans le détail, un procédé quand même qui consommerait beaucoup de ressources. Il faut broyer ces roches. Le broyage, ça consomme et l'olivine, par exemple, est assez déconcentrée dans les roches terrestres. Donc, il faut aller extraire quelque chose de peu concentré. Et puis, ce ne serait potentiellement pas sans conséquence sur la biodiversité marine. Les aspirateurs, les espèces d'aspirateurs à CO2 pour fixer le carbone dans l'air, la Direct Air Capture. Il y a des démonstrateurs, des prototypes, etc. On parle potentiellement d'un passage à l'échelle. Tout cela sera potentiellement lent. Le grand frein, c'est à nouveau la consommation d'énergie nécessaire, notamment dans la production et la régénération des sorbants du CO2, comme l'hydroxyde de sodium. Il faut bien l'absorber. Il faut un sorbant pour fixer le CO2 de l'air et le capturer. Une solution qui a eu le vent en poupe à une époque, mais qui est gentiment en train d'être mise de côté de plus en plus par les scientifiques, c'est la BECCS,
Bioenergy with Carbon Capture and Storage. En fait, c'est un espèce de comeback des biocarburants, sauf que cette fois-ci, au moment de la conversion de la biomasse en énergie, on capture le carbone, on l'enfouirait sous terre et on prie pour que ça ne se rééchappe pas. À nouveau, il y a des stratégies de neutralité carbone d'entreprises et de pays qui reposent sur ce genre de technologie. Or, d'autres scientifiques que ceux qui ont le nez rivé dessus, dont les disciplines sont cloisonnées du reste, d'autres scientifiques disent que la consommation de ressources, notamment en eau et en terres arables, de cette technologie est telle, et le risque sur la biodiversité aussi est tel que pour la biodiversité, il vaut mieux laisser le climat se réchauffer à plus 4 degrés plutôt qu'utiliser cette technologie-là pour limiter le réchauffement à plus 1,5 degré. C'est à ce point que ce serait potentiellement désastreux pour la biodiversité, pour l'utilisation de terres agricoles, pour l'insécurité alimentaire et pour le stress hydrique. Bon, le remplacement du charbon par du gaz, il ne faut pas non plus totalement le mettre de côté. Il faut quand même reconnaître qu'après tout, pour le moment, c'est un des gros leviers par lesquels on réussit à réduire les émissions de CO2, le gaz pouvant constituer, dans les décennies qui viennent, une énergie de transition en attendant de s'en débarrasser complètement. Je prends un peu ma respiration. Ce sont les dernières diapositives. La démographie est rapidement... alors, la démographie des 30 prochaines années est plus ou moins déjà écrite parce qu'une grande partie de la population mondiale de 2050 est déjà née. Elle va continuer quand même à faire un petit peu d'enfants. C'est surtout dans la deuxième moitié du siècle qu'il peut y avoir de grandes bifurcations selon ce qu'il se passe dans les prochaines décennies en termes d'accès aux contraceptifs, en termes d'éducation des hommes et des femmes. Et on observe dans très grande partie du monde des taux de fécondité qui diminuent. Dans un pays comme le Bangladesh, ils sont au niveau quasiment de la France, donc 2 enfants par femme. En Inde, ils sont pas loin. Enfin, une grande partie de l'Asie est déjà à des taux de fécondité finalement assez faibles. Et en Afrique aussi, dans la plupart des pays, même si les taux de fécondité demeurent élevés, ils sont orientés à la baisse. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on pourrait au final n'être que 8 milliards à la fin du siècle, ou voire moins. Voire moins. La bonne nouvelle étant que ça semble éloigner un scénario où la population serait sur une lancée de croissance exponentielle alors que les ressources se contraignent. Là, c'est vraiment très difficile. Donc, il pourrait y avoir finalement en partie que l'homme laisse plus de place à la nature de manière volontaire et s'adapter aussi par ce biais-là aux contraintes de ressources. Bon, pour être honnête, je pense que tout cela risque de ne pas suffire dans les délais impartis. Bon, il y avait le plan A de diminuer nos émissions à la source, et on a vu les limites que ça peut avoir. Le plan B, ce serait retirer le carbone déjà émis de l'atmosphère. Donc on voit que ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Ce plan A et ce plan B nécessitent des ressources, du temps, beaucoup d'industries nouvelles à déployer à grande échelle. Ce n'est pas le cas de ce plan C, qui est controversé, pour être honnête, et potentiellement dangereux, mais qui est heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, de plus en plus considéré dans la communauté des climatologues, parce qu'après tout, il se peut qu'à un moment, on n'ait pas le choix. Alors, il y a des vues de l'esprit parfois, parmi ces méthodes de modification du rayonnement solaire, comme les miroirs dans l'espace qu'on voit en haut à gauche. Non, ça, c'est cher, c'est très hypothétique. Voilà. Il y a l'amincissement des cirrus, qui sont des nuages réchauffants. Donc, en les amincissant, on réduit le réchauffement. Il y a d'autres méthodes considérées comme l'éclaircissement des nuages marins, donc pour, pareil, donc réfléchir davantage de rayonnement solaire. Mais la méthode qui est jugée comme étant potentiellement la plus probante et qui tient la corde, et ce quasiment depuis 15 ans qu'on parle de géo-ingénierie, sauf qu'il y a 15 ans, on considérait que c'était de la science-fiction, mais depuis, les recherches se sont quand même accélérées. Il y a des conférences de climatologues sur le sujet pour décrire comment ça pourrait se passer, etc. Alors, le principe, il est au final assez simple, c'est d'injecter des aérosols dans la stratosphère, aérosols qui auraient pour propriété de réfléchir une partie du rayonnement solaire. Donc, ça peut être du dioxyde de soufre. On craint cependant que le dioxyde de soufre ne retroue un peu la couche d'ozone et provoque des pluies acides. Mais donc, ça peut être aussi du carbonate de calcium, donc en gros de la craie réduite en poudre, pour dire à quel point les recherches avancent, c'est-à-dire les scientifiques commencent à imaginer quel serait le mix optimal d'aérosols et chiffrer tout ça.
Et effectivement, alors ce serait une méthode relativement peu chère, rapide à déployer, donc un peu le contraire de la transition énergétique et du retrait du carbone dans l'atmosphère, et qui consommerait relativement peu de ressources. On parle de quelques centaines d'avions à planer dans le ciel à tout moment pour répandre les aérosols. 1 millier d'avions tout au plus, sachant qu'à l'heure où l'on parle, il y en a par exemple 14 millions dans le ciel à tout moment. Donc on ne parle pas de beaucoup de ressources. C'est évidemment pas sans risque et sans, on va en parler, des risques géopolitiques, des risques moraux. Donc comment on s'assure que ça ne désincite pas à faire des efforts sur la réduction des émissions de CO2 et plus généralement sur la réduction de notre empreinte. Cyrus, excuse-moi, je vais me faire sortir de la salle dans 8 minutes. Je voulais juste savoir si on pouvait se laisser 5 minutes pour quelques questions éventuellement. Oui, j'avais bientôt parti. C'était l'avant-dernière slide. Super, merci. Retenez ces deux noms parce qu'ils tiennent potentiellement une part du destin de l'humanité entre leurs mains. Je parlais, il va y avoir le débat public en fait est déjà lancé. Le projet Scopex mené par ces deux messieurs, il devait commencer à être testé hors laboratoire. Donc là, il y a des simulations numériques qui sont plutôt concluantes. Maintenant, il faut encore tester hors laboratoire, rien que pour voir comment les aérosols se comportent réellement dans la stratosphère. Donc il s'agissait d'un projet à petite échelle, mais qui a été rejeté avec une opposition justifiée d'autochtones locaux en Suède, le peuple Sami, avec des arguments qui peuvent s'entendre. On joue aux apprentis sorciers, on évite de s'attaquer aux sources du problème, on ne fait que pousser la poussière sous le tapis et perpétuer un système destructeur de l'environnement. Voilà, ça va poser plein de... Et je m'en tiens là. Vous pouvez lire un peu toutes les questions politiques, géopolitiques que ça pose. À mon avis, la diplomatie française, qui pèse quand même quelque chose sur la scène internationale, a potentiellement une carte à jouer là-dessus pour faire en sorte que si on devait en arriver là, les choses se passent bien. Je finis juste sur aussi, tout ça va dépendre aussi de comment on pose le problème du changement climatique. Géo-ingénierie ou pas, il y a un problème de comment on pose le problème. Est-ce que c'est un problème purement technique avec des solutions techniques ou est-ce un problème sociopolitique de surconsommation de ressources auquel il faut fixer un cadre international pour une transition vers une société et une économie plus soutenable et plus équitable et plus inclusive, dont effectivement l'injection d'aérosols dans la stratosphère pourrait être un élément, parce qu'après tout, les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont des peuples comme le Madagascar, l'Afghanistan, voilà. Mais il faut englober tout ça dans une transition plus juste. Je m'arrête là. Je ne sais pas sur quoi. Bon, je m'arrête sur ce slide. Je peux aussi en projeter un que j'avais préparé sur l'armée, mais sans le commenter, vous pourrez le lire, mais sur comment les militaires conçoivent cette question du changement climatique, parce qu'après tout, ils ont un intérêt pour les questions de risque. Mais je m'arrête là pour quand même aussi avoir le temps pour les questions, voire pour déborder si vous le souhaitez. Je crois pouvoir dire, sans prendre trop de risques, que c'était super intéressant. Donc, un grand merci. Je ne sais pas si autour de ce Google Meet, il y a des questions, des remarques. N'hésitez pas. Merci Clément. J'avoue, c'est un peu intimidant vu le nombre de faits, la structure du raisonnement. Donc, un grand merci. C'est la première fois que j'entendais parler de géo-ingénierie aussi positivement, je dirais. Donc, je ne sais pas si en follow-up, tu as des trucs qu'on peut lire là-dessus sans verser dans le technosolutionnisme. Oui, vous l'aurez vu dans mon exposé. Voilà, je suis inquiet. Donc, voilà, ça c'est la première chose, je suis inquiet. Tout ce qui peut nous sortir de cette situation, je le regarderai, que ce soit technologique ou social ou culturel. Effectivement, le genre de propos que je viens de tenir, ça a désarçonné une partie des abonnés de mon poste. Ça a reçu des objections qui se justifient. Déjà, je n'y suis pour rien si les recherches avancent en la matière. Bon. Ensuite, les termes du débat aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Il se peut que les termes du débat changent lorsqu'on ressent pour de vrai ce qu'est un monde à plus 1,5 degré, peut-être dès les années 30, ou un monde à plus de degrés, peut-être dès les années 40. J'invite juste à... Voilà. Aujourd'hui, on a certaines valeurs, certains raisonnements. Bon, donc, si on doit en arriver là, comment on fait pour que ça se passe bien? Donc, je ne m'en réjouis pas qu'on en arrive là. Ça fait peur. En même temps,
le pire serait de se retrouver à poil. Voilà. Donc je comprends que ça puisse, voilà. Tout à fait. C'est technosolutionnel. Moi, je pense aussi avoir exposé des solutions qui sont aussi d'ordre culturel et Bien sûr, bien sûr. du changement de mode de vie. Hein. Juste là, je pense que on a peut-être eu le temps de lire les questions politiques que ça peut poser. Je finis juste sans commenter, mais aussi dans les discussions que j'ai pu avoir avec, par exemple, l'école de guerre ou quoi, le genre d'enjeu en termes de défense et les liens entre défense et changement climatique. Et là aussi, depuis 5 ans, les recherches avancent. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Une partie des solutions donc, seront, entre guillemets, dévoilées, ce n'est pas le terme, mais dans le prochain rapport du GIEC, c'est ça, pour l'année prochaine? Voilà, j'ai vu une version en cours de relecture et j'ai rien spoilé là parce que, en fait, alors, le rapport du GIEC, comme beaucoup le savent, ce n'est qu'une synthèse des travaux scientifiques. Hein, une synthèse et une méta-analyse qui est validée par la même communauté scientifique. Donc, lorsque depuis 5 ans, on s'est tenu un peu informé des dits travaux scientifiques, dont certains font déjà des méta-analyses. Hein. Il n'y a pas que le GIEC qui fait des méta-analyses, il y a des études scientifiques qui font des méta-analyses. On n'est pas si surpris par ce qui sera écrit dans ce rapport du groupe 3. Alors après, il y aura des changements de sémantique, etc. Bon. Donc voilà, j'ai lu une avant-première. Effectivement, c'est très riche en solutions, c'est très motivant. On a envie de dire, il n'y a plus qu'à les implémenter politiquement, même si c'est plus... cette question de géo-ingénierie, elle est traitée un peu à part, en disant, on n'en sait rien à ce jour, il ne faut pas reposer dessus, il faut tout faire pour éviter d'en arriver là, et c'est tout à fait, évidemment, ma position. Très clair. Il faut tout faire pour éviter d'en arriver là, c'est peut-être... Non, ça sert... alors, en fait, ils en parlaient déjà il y a 1 an et demi, ou il y a 2 ans, dans le rapport sur un monde à plus 1,5 degré, ils en parlaient de ça en disant oui, non, il ne faut pas compter dessus, il y a trop d'incertitudes, il faut faire le reste. Quoi. Donc, mais voilà, c'est dans un coin. Et voilà, à nouveau, Harvard fait des recherches, enfin, il y a des recherches. On a une question de Hugues sur un avis sur stopper dès maintenant tout financement des infrastructures des énergies fossiles. Oui, alors stopper dès maintenant tout, ce serait une descente énergétique un peu brutale, voilà, pas que pour les gilets jaunes. Alors, oui, théoriquement, oui. Je lis depuis quelques jours des rejets de ce genre d'idées, ou oui, des réactions hostiles de la part de certains chefs d'État africains, mais aussi certains analystes d'Afrique, venant dire ce serait une sorte de colonialisme vert, de nous imposer des embargos sur nos ressources fossiles. Nous sommes à 1,5 tonne en moyenne en Afrique d'émissions de CO2. Vous êtes, vous occidentaux, à 8, 10, 12 tonnes, voilà, 20 tonnes pour les États-Unis ou en Australie. Voilà, arrivé déjà à 3 tonnes, nous, on convergera tous autour de 3 tonnes. Je caricature à peine le discours et ça peut s'entendre. Donc, évidemment, oui, il faut en sortir. Il faut en sortir, mais aussi. Mais en fait, c'est un dilemme vieux de 20-30 ans depuis le début. C'est-à-dire les pays développés qui doivent d'abord décroître et effectivement leurs émissions plafonnent, voire diminuent, et les pays en voie de développement qui disent nous, on doit se développer. Donc ça y est, l'Asie y est arrivée. Maintenant, c'est entre guillemets autour de l'Afrique. Voilà, j'ai pas de bonne réponse à ça, mais si ce n'est qu'effectivement, il faut à un moment plafonner. Il faut faire plafonner, mais voilà, en commençant par là où il y a du gras. Donc, dans les pays développés et parmi les plus gros consommateurs des pays émergents ou déjà émergés comme la Chine ou l'Indonésie. Cyrus, ça fait 1h20 que tu es avec nous. Enfin, déjà, ah oui, encore un énorme merci pour tout ce talk. Voilà, il sera disponible pour ceux qui sont encore là en replay sur le site du groupe Sustainability. Donc, et Cyrus, je te l'enverrai. Voilà, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'était vraiment super, hyper enrichissant, plein d'éléments. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous et de nous avoir adressé cet exposé. Merci beaucoup à vous. Vraiment, n'hésitez pas à prendre contact sur LinkedIn et à poursuivre la discussion. J'en serai évidemment honoré. Merci Cyrus, à bientôt. Merci, au revoir.